Mesdames et messieurs, bonjour. Traditionnellement, on commence toujours ces symposiums des SAC par une présentation un peu généraliste sur la mesure du risque. On est vraiment sur un symposium sécurité. Et je suis particulièrement heureux de voir, lorsqu'on a commencé la collecte des mots-clés sur que représente le drone pour vous aujourd'hui, de voir apparaître en gros et en rouge une opportunité d'un côté et une menace et un danger de l'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a invité dans cette salle aujourd'hui des gens qui représentent à la fois le monde du drone pour lequel le drone représente une opportunité et à la fois d'autres acteurs de l'aérien pour lesquels le drone pourrait représenter une menace et un danger. Alors je vais essayer dans cette première présentation de parler un peu des deux sujets, surtout de parler de la question de la quantification du risque. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, le drone, pourquoi parle-t-on de drone aujourd'hui ? On a un objet, on va dire, relativement nouveau, mais je commence à changer un peu mon discours, parce que le drone, mine de rien, commence à remonter à quelques années. Les premiers usages professionnels du drone commencent maintenant à remonter à une dizaine d'années, même si ça s'est très très fortement démocratisé avec l'arrivée de plusieurs constructeurs sur le marché. Et donc, on voit en fait dans cette frise de drone différents types avec différents types d'activités également. Vous allez avoir sur la gauche plutôt du drone initialement utilisé en loisir, même vraiment quand on voit en bas à gauche là du drone 100% loisir, mais même ces drones-là qui ont peut-être pu être conçus par les constructeurs comme étant pour le loisir au départ, se sont vus utilisés à des fins professionnelles. Et puis alors, quand vous allez aller sur la droite, là, vous êtes sur des applications 100% professionnelles. On voit de la livraison de colis, on voit de la surveillance automatique par drone de sites industriels. On n'a pas d'ailleurs que du drone français dans cette frise. On a également des drones américains ou d'ailleurs, pour utiliser pour ce type d'activité. Et la demande pour ce type d'activité augmente de semaine en semaine. Il y a vraiment un fort potentiel de développement économique autour du drone, avec de nombreux secteurs d'emploi qui sont touchés. Seulement le drone, à l'origine, il ne vient pas du monde de l'aviation civile. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour les acteurs traditionnels de l'aviation civile. C'est un élément disruptif et ça pose de nombreuses questions, ça soulève de nombreux enjeux et notamment des enjeux de sécurité. Alors, on va essayer d'objectiver un peu tout ça. Ça n'est pas facile. Et déjà, pour poser la bonne question, la première question, puisqu'on parle drone et espace aérien, quel est le premier événement redouté ? C'est la collision entre un drone et un aéronef habité à ce jour. Et là, aujourd'hui, on a finalement assez peu d'études qui ont pu regarder ce sujet-là. On a principalement deux grosses études, une menée par le Ministry of Transport du Royaume-Uni et une commanditée par la FAA à son pôle d'excellence Assure UAS. Alors vous avez des belles slides, malheureusement ça apparaît en plus gros sur mon écran, donc vous aurez du mal à les lire. Ce qu'il faut retenir en fait de ça, les études montrent que globalement, oui, il y a des conséquences à une collision, notamment entre un aéronef, un aéronef de transport public de grande dimension et un drone léger de 1 à 2 kilos. Si vous êtes à vitesse réduite, on va dire, les dommages seront relativement modérés. La partie la plus sensible, c'est l'empennage arrière. Après, effectivement, si vous avez une collision entre un drone et un aéronef d'aviation d'affaires ou entre un drone et un hélicoptère, là, les dommages peuvent être beaucoup plus importants. Chose qui n'est pas très, très bien étudiée non plus, c'est la question de l'absorption d'un drone par un moteur. Bon, est-ce que ça va se comporter comme l'absorption d'un oiseau où le moteur va s'arrêter, mais bon, on en a un deuxième et on va continuer? Ou est-ce que ça va provoquer un éclatement du moteur? Ça, ce sont des choses pour lesquelles, pour le moment, on a assez peu d'éléments. Tout ce qu'on peut se dire, c'est évidemment, c'est du bon sens, plus la masse du drone est réduite, plus la vitesse est réduite, plus l'avion est gros, moins il y a de conséquences en termes de collision.
mais on ne peut pas non plus comparer un drone avec un oiseau. Voilà. Et d'autre part, la conséquence des collisions dépend très fortement de la conception du drone. Suivant que vous avez un drone très dense, centré autour de batteries, voilà que objet très dense, ou vous avez une coque plastique, là, les conséquences non plus ne seront pas les mêmes. Donc difficile de conclure, à part une conclusion un peu générale, c'est le principe de précaution, on ne sait pas, donc de manière générale, il vaut mieux éviter une collision entre un drone et un aéronef habité. Alors, en termes de sécurité, où en est-on aujourd'hui? En France, aujourd'hui, on n'a pas de collision en vol avérée entre un drone et un aéronef habité. En revanche, il y a eu quelques incidents ailleurs. Il y a notamment un rapport d'enquête sur une collision entre un hélicoptère et un drone qui s'est produite en Suisse, voilà, qui est riche d'enseignements. Pour ce qui est des rapprochements dangereux, on a un certain nombre de chiffres tirés de notre base ECERS. 80 signalements de drones par des pilotes à proximité d'aéroports en 2018, 53 durant le premier semestre 2019. Donc on peut se dire, il y en a probablement, il y a un peu plus de ces signalements en 2019 qu'en 2018. Mais la difficulté, c'est que l'enquête est très difficile. Il est très difficile notamment de savoir si il y a eu un drone, à quelle distance le drone se trouvait de l'aéronef habité. Est-ce que le drone représentait véritablement un danger ou est-ce que c'était une opération autorisée? Donc là-dessus, sur ces chiffres-là, on est un peu dans le flou aujourd'hui. On n'a pas de moyens faciles d'objectiver ces chiffres en ayant notamment des chiffres de séparation ou de nombre de drones. Alors j'ai quelques exemples un peu emblématiques. Ça, c'est un événement qui s'est produit en Mozambique en 2017. Vous avez un 737-700 qui a atterri et immédiatement l'équipage a dit ah, on a heurté quelque chose et bon, comme ça avait fait beaucoup de dégâts, on s'est dit cette chose est probablement un drone. Bon, donc ça a fait la une des journaux, on l'a vu partout, il y a eu collision entre un drone et un aéronef. Au bout d'un moment, ce qui devenait un doute est devenu aux yeux des médias et de l'opinion publique une certitude. En fait, quand on se plonge dedans, bon là il y a la croix qui a disparu, mais quand on se plonge dedans 2 ans après, on se rend compte qu'il y a eu un rapport d'enquête, et le rapport d'enquête a conclu qu'il y avait des défauts de maintenance sur le radome de l'avion, et donc en fait la défaillance du radome, elle est liée à ces défauts de maintenance et pas du tout à la collision avec un drone. En revanche, on a des événements un peu inverses qui montrent qu'il y a un risque réel. Là, vous avez une magnifique photo prise par un drone d'un Mirage 2000, a priori. Voilà. Bon, le drone, on le voit, il vole relativement bas, probablement qu'il volait à des endroits où il était autorisé à voler, je ne peux pas en préjuger. Il volait à des hauteurs relativement réduites. N'empêche qu'il a réussi à prendre cette photo d'un Mirage 2000, ce qui prouve que il y avait un risque. Et effectivement, dans la réglementation aujourd'hui, à part l'information mutuelle qui peut être partagée entre un drone et un chasseur sur leurs positions respectives, mais ça, c'est quelque chose qui est quand même pas parfaitement mis en place, à part peut-être sur les voleurs vus. Aujourd'hui, ce genre d'événement peut potentiellement se produire si le Mirage évolue en dehors des zones RTBA dans lesquelles il est censé évoluer. Alors par contre, j'en ai un très bel autre exemple. Dommage, la photo est un peu petite à nouveau. Là, en fait, vous voyez la patrouille de France, vous la reconnaissez bien. La photo prise par un drone, vous voyez une foule en dessous. Il n'y a pas de doute sur le fait que la personne qui a pris cette photo volait en totale contradiction avec les règles. Il survole des foules, il survole un endroit où très probablement l'opération de la patrouille de France était prévue, donc il n'avait absolument pas le droit de voler ici. Là, on est vraiment dans un cadre purement illicite. Alors, en France, depuis quelques années, on a essayé de construire un cadre réglementaire protecteur, mais également évolutif. Il fallait un cadre qui permettait d'accommoder les nouveaux usages des drones. Quand je parle de protecteur pour la sécurité, mais je parle aussi de protecteur pour la filière drone. C'est une filière fragile et on sait très bien que si vous avez un événement un peu médiatisé de collision entre un aéronef habité et un drone, le
durcissement des règles sera considérable. Donc ces règles, elles sont aussi là pour protéger l'industrie et pour permettre ce développement de la filière drone en toute sécurité. Donc les règles, très rapidement, en fait, lorsqu'on parle drone et espace aérien, on parle surtout de l'arrêté espace du 17 décembre 2015. Et donc cet arrêté espace définit un certain nombre de règles de protection, notamment autour des aérodromes, de protection dans les CTR, de protection de zones sensibles, qui permettent normalement de garantir que le drone ne se retrouve pas à un endroit où un aéronef habité est censé évoluer. Notamment, la plupart des drones évoluent en dessous de 150 mètres, 150 mètres sauf autorisation spéciale. Et à proximité des aérodromes, ces hauteurs sont drastiquement diminuées de sorte à éviter ces risques-là. Cependant, on n'exclut pas qu'il n'est pas exclu que typiquement un avion de chasse puisse évoluer à des hauteurs plus basses. Des hélicoptères peuvent être amenés à intervenir dans le cadre des VASAN et donc évoluer également à des basses hauteurs. Donc on est sur une forme de ségrégation qui marche dans la plupart des cas, mais qui n'est pas une ségrégation, une séparation des activités absolue. Il y a des outils également qui ont été créés pour permettre aux dronistes, notamment aux dronistes de loisirs, de se repérer dans l'espace aérien, ce qui n'est pas tout simple lorsqu'on n'a pas de culture aviation civile, et même quand on a une culture aviation civile, c'est loin d'être simple. Donc cette carte de géoportail permet en fait de repérer les zones dans lesquelles le vol est interdit ou les hauteurs limites. Ce qu'il y a aussi, c'est que par rapport à ces règles d'espace, ça ne va pas changer fondamentalement avec l'arrivée de la réglementation européenne. Le HASA, notamment, déjà intégré le fait que les questions d'espace étaient des questions de souveraineté nationale, mais aussi que les autorités compétentes étaient plus à même de définir des règles de séparation d'activités qui permettaient en fait de régler au mieux ces questions de séparation. Alors en petite conclusion, mais c'est vraiment une conclusion temporaire, on va avoir toutes ces discussions dans la journée. On peut considérer globalement, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu d'incident extrêmement grave non plus. On peut considérer que le niveau de sécurité est satisfaisant pour les opérations actuelles, mais à condition de respecter les règles. Et pour le moment, je dirais, la question du risque que représente la collision entre un aéronef habité et un drone est plutôt liée au non-respect des règles, notamment qui régissent le vol des drones. On a aussi, Patrick Cipriani l'a dit, des besoins d'activité drone qui sont de plus en plus étendus en termes horizontaux et en termes verticaux. Et donc cette logique de séparation des espaces drones et des aéronefs habités risque de ne pas tenir sur le long terme. On aura encore une grande partie des activités qui va se faire à très basse hauteur, mais on a également des besoins de plus en plus importants. Et donc, il y a un travail nécessaire, on va en parler aujourd'hui, sur l'intégration des drones dans la circulation aérienne et donc également sur les capacités des drones, leur fiabilité et l'information et la communication mutuelle. Voilà. Merci beaucoup.